Directement du Québec, j'aimerais vous envoyer nos salutations les plus chaleureuses à tous les francophones de l'Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie. Bonjour, je m'appelle Kim Thuy et je suis aujourd'hui écrivaine. Je suis née au Vietnam en 1968 et j'ai quitté le Vietnam en 1978 en tant que boat people. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une guerre au Vietnam entre le nord et le sud. Le Vietnam était séparé en deux. Je viens du sud du Vietnam, de la ville de Saigon. Et quand la guerre est terminée, c'était le Nord qui a gagné contre le Sud et tout le pays est devenu communiste. Et étant donné qu'on était du côté des perdants, on a été, comment vous dire, on a reçu certaines persécutions de la part du gouvernement en place. Donc, on a dû s'enfuir du pays pour la survie de la famille. Et donc, on a pris un petit bateau de... Je vous dirais qu'entre l'Estonie et le Vietnam, nous avons ce chapitre en commun, euh, le chapitre où il y a eu un changement de régime politique. Et donc, je n'ai pas besoin de partager avec vous l'histoire de ce qui s'est passé au Vietnam. Mais voilà, donc on s'est enfui par bateau, comme certains Estoniens, je crois, si je me souviens de l'histoire qu'on m'a racontée quand j'étais en visite en Estonie. Et donc, nous, on a eu la chance, après 4 jours en mer, de nous retrouver en Malaisie, qui se trouvait au sud du Vietnam, du côté ouest. Mais on ne savait pas que c'était la Malaisie. On est juste parti et quand on a vu la rive, la plage, si vous voulez, on s'est arrêté et on a réussi à amérir et de nous retrouver dans un camp de réfugiés. Dans ce camp, ben, on a habité dans ce camp pendant 4 mois en attendant d'être sélectionné par un pays qui voulait des réfugiés. Et dans notre cas, nous, on a eu la chance que ce soit le Canada. Et dans le camp, je vous dirais qu'il n'y avait pas grand-chose. C'était vraiment aux abords d'une forêt avec du fil barbelé autour et on dormait directement sur la terre, sur le sol et on recevait de la nourriture de la Croix-Rouge, mais parce que la Malaisie est un pays musulman, donc la Croix-Rouge est appelée le Croissant Rouge. Et donc c'était le Croissant Rouge qui s'occupait de nous, qui nous apportait tous les jours du riz et du poisson. En fait, du poisson 6 jours sur 7, et il y a une journée où on recevait un poulet. Et ça, c'était la journée de fête. Et donc, oui, il y a eu une délégation canadienne qui est passée par le camp. C'était la première délégation qui est arrivée. Et mon père a travaillé volontairement là, comme interprète parce qu'il parlait déjà le français et l'anglais. Et le fait d'avoir passé la journée avec la délégation canadienne, à la fin de la journée, un des agents de la délégation nous a accordé l'immigration au Canada. Et parce qu'on parlait déjà français, ben, on a été envoyé au Québec et plus spécifiquement dans une ville qui s'appelle Granby. Si vous connaissez un peu le Québec, il y a la ville Montréal qui est la métropole de la province et Granby se situe environ à 1 heure environ de Montréal. Donc on était dans une plus petite ville, mais on était vraiment attendu par toutes les... ben, j'ai l'impression personnellement que toute la ville de Longueuil nous attendait quand notre autobus est arrivé. Et je partage avec vous mon premier choc culturel, c'est que c'était le premier choc culturel n'était pas culturel, mais plutôt la température. Parce que, contrairement à l'Estonie, le Vietnam est un pays chaud, vraiment tropical. Donc, quand on est arrivé ici, on était très surpris par le froid. Donc, la peau, quand elle n'a jamais ressenti encore cette sensation de froid-là, elle ne sait pas, en fait, le cerveau ne reconnaît pas la sensation et ne sait pas
quel genre d'interprétation qu'elle devait donner à cette sensation-là. Et donc, oui, pendant quelques secondes, je ne savais pas si j'avais chaud ou froid. Et c'était déjà le début du printemps, au mois de mars, mais pour nous, c'était encore très, très froid. Et le deuxième choc, je vous dirais, c'est que les gens, tout de suite, nous prenaient dans leurs bras. Et dans ma tête, à moi, tout le monde était très, très grand. Évidemment, parce que naturellement, je suis petite, je mesure 1,50 m et les Canadiens, les Québécois en général, sont beaucoup plus grands. Et surtout, les hommes avaient des grandes barbes. Et les Asiatiques, nous, on n'a pas beaucoup de poils. Donc, je n'avais pas l'habitude non plus de voir des grandes barbes avec, vous voyez, la respiration qui cristallise. Donc, j'avais l'impression que c'était des géants et qu'on était dans un conte de fées. Et que ces géants-là m'ont prise dans leurs bras, m'ont soulevée. C'était très étonnant parce que les Asiatiques, en général, on ne manifeste pas notre affection de façon aussi évidente et aussi physique. Mais le plus surprenant aussi, c'est que je savais que je n'étais pas très propre. J'arrivais d'un camp de réfugiés, on dormait, à ciel ouvert, avec des insectes, avec tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, on avait beaucoup de piqûres d'insectes qui s'infectaient rapidement parce qu'on n'avait pas accès à l'eau. Chaque jour, on avait peut-être 1 litre d'eau par personne pour boire, se laver, manger et laver notre linge et tout ça. Donc, on ne pouvait pas du tout bien se laver. Et donc, mon corps était recouvert de ces petites piqûres qui s'étaient infectées. Dans mes cheveux, j'avais plein de poux. Et je vous dirais, en plus, parce qu'on mangeait très mal et on n'avait pas accès au feu dans le camp, on ramassait des branches et des brindilles pour faire du feu. Et donc, la cuisson des poissons ou de l'eau n'était pas parfaite, ce qui fait en sorte qu'on avait de la diarrhée tout le temps, tout le temps. Donc, j'avais en plus, voilà, la diarrhée chronique. Donc, je me trouvais vraiment très sale. Mais ces gens-là, étrangement, n'avaient pas hésité une seule seconde à nous prendre dans leurs bras. Et donc ça, pour moi, c'était une très grande surprise. Parce qu'aujourd'hui, que j'ai 52 ans, soit 40 ans plus tard, je me demande, plus de 40 ans plus tard, je me demande si j'aurais la même générosité envers moi-même quand j'avais 10 ans, si je ne me trouverais pas trop dégueulasse pour être prise pour me prendre dans les bras. Et donc, ça, c'était le plus beau cadeau que j'ai reçu des Québécois quand je suis arrivée ici. Et le deuxième plus gros cadeau que je garde encore en mémoire aujourd'hui, c'est que dans le camp, on n'avait pas accès du tout à l'eau et à l'électricité, aux besoins, aux simples besoins. Hein. Alors, non pas aux simples besoins, mais comment on dit ça, le bon mot? Oui, à rien d'autre en fait. On n'avait rien. Donc, évidemment, on n'avait pas de miroir. Donc, on ne s'était pas vu depuis plusieurs mois. Et donc, la première fois que je me suis revue, ce n'était pas dans un miroir, mais c'était dans les yeux des gens qui nous ont reçus, parce que dans leur regard, j'avais l'impression que j'étais la plus belle au monde, que j'étais un trésor qui tombait du ciel. Et je ne m'étais jamais vue aussi belle qu'à ce moment-là, et je ne me suis jamais revue aussi belle qu'à ce moment-là. Et donc, ce regard-là, je le porte encore aujourd'hui, et c'est le regard qui m'a donné une deuxième naissance. Donc, je suis devenue une nouvelle personne, avec une nouvelle vie, et avec toute la liberté que cet endroit, ce pays, avait la capacité de me donner. Et donc, aujourd'hui, vraiment, j'ai l'impression que je peux tout faire. Et c'est vraiment grâce à ce premier
regard tellement généreux. Et donc, ça fait 42 ans que je vis au Québec. Donc, j'ai appris le français à Granby. Mes premiers mots étaient à Granby. Et je me souviens encore de ma première journée de classe. La professeure, on était 8 jeunes Vietnamiens, je vous dirais, entre 6 ans et 10 ans. Donc, j'étais une des plus vieilles des 8. On était placés en demi-cercle. Et la professeure, elle est venue et elle s'est penchée sur la table comme ça devant moi et elle m'a dit je m'appelle Marie-France et toi? Et moi, je n'avais rien compris, mais en tant qu'étudiante obéissante, j'ai répété la même chose. J'ai dit, je m'appelle Marie-France et toi? Et là, elle a vu que je n'avais pas compris. Donc, elle a bougé, elle est allée à mon amie à côté. Elle a dit la même chose. Je m'appelle Marie-France et toi? Et l'autre élève a répété la même chose. Et donc, après cette journée-là, on était 8 Marie-France. Et on disait tous, je m'appelle Marie-France et toi? Et quand je suis retournée à la maison, mes parents m'ont demandé, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Et j'ai dit, je m'appelle Marie-France et toi? Et mes parents, qui parlaient déjà français, avaient compris. Et ils m'ont demandé, mais tu as changé de nom sans nous consulter? Et c'est là où ben voilà. Donc c'est ça, c'était ma première phrase en français. Et aujourd'hui, et après, ben j'ai fait mes études en français. J'avais l'impression que j'ai appris le français très rapidement, que j'ai pu me débrouiller. Et j'ai étudié d'abord en sciences pour peut-être devenir médecin. Mais très rapidement, j'ai su aussi que ça m'intéressait beaucoup moins que la littérature, la langue. Mais je ne maîtrisais pas du tout la langue. Je me suis inscrite à un cours qui s'appelait Création littéraire et chaque semaine, on devait écrire un texte. Et le texte était lu par tous les camarades de classe et tout le monde faisait des commentaires. Et un jour, assez rapidement, mon professeur m'a convoqué dans son bureau parce que j'ai écrit un texte sur le mot rebelle. Et je pensais que le mot rebelle voulait dire belle de nouveau. Vous voyez, j'ai séparé re du belle et je me suis dit rebelle voulait dire belle de nouveau. Et donc j'ai écrit tout un texte, une dissertation sur le sens du mot, oui, belle de nouveau et la rédemption, comment on peut regagner sa beauté. Et évidemment, ce n'était pas la bonne définition du mot rebelle. Donc mon professeur m'a demandé de venir dans son bureau et il m'a dit que pour la première fois de sa carrière, il m'a donné 0 pour la maîtrise de la langue. En fait, c'était sur 100%, divisé en 3 blocs. Le premier bloc de 33%, c'était la maîtrise de la langue. Le deuxième bloc, c'était la participation en classe. Et le dernier 33%, pour la participation en classe. Et pour la maîtrise de la langue, il m'a dit, c'était 0. Comment est-ce qu'une étudiante en création littéraire ne puisse pas connaître le mot rebelle? C'était impossible. Donc, c'était 0. Et le deuxième bloc, pour la participation en classe, la même chose parce que je ne pouvais pas faire de commentaires intelligents sur le texte de mes amis. Je les trouvais tous excellents, très bons, j'aimais beaucoup, mais je ne voyais pas les fautes du tout. Donc, ma participation était très, très, comment dire, primitive ou pas intéressante. Donc, il m'a donné également 0 et il m'a conseillé de changer de faculté. Et probablement que je l'aurais fait. Mais parce que j'étais encore très jeune, j'avais 18 ans, donc je ne voulais pas retourner à la maison et dire à mes parents qu'ils avaient raison de me demander d'aller en sciences et non pas en langue. Et pourquoi la langue aussi? Parce que plus jeune, mon oncle qui avait qui a 7 ans de plus que moi, donc il devait avoir 20 ans,
m'a acheté le premier livre qui s'appelle L'amant de Marguerite Duras. Et il m'a lu tout le livre, vraiment phrase par phrase, pour m'expliquer pourquoi le livre était beau. Et j'avais 13-14 ans et je trouvais que voilà, c'était un moment tellement privilégié d'avoir quelqu'un m'expliquer un livre que je ne saisissais pas encore tout à fait parce que ma langue était encore trop faible. Et après, ma mère, elle disait, parce qu'on n'avait pas d'argent, alors les 15 dollars qu'on a épargnés pour acheter le livre, on ne pouvait pas gaspiller. Donc elle dit, maintenant, il faut faire les dictées à partir du livre pour ne pas, voilà, pour l'utiliser. Et donc, on a fait des dictées de la première page à la dernière page. Parce que quand on fait une dictée, on doit faire l'analyse grammaticale, l'analyse logique, l'analyse syntaxique. Donc, ça nous permet d'apprendre la langue très rapidement. Et donc, j'ai fait des dictées de la première page à la dernière page. Et aussi, selon ma mère, la meilleure façon d'apprendre la mélodie d'une langue, c'est de l'apprendre par cœur. Donc, elle m'a obligée à apprendre tout le livre par cœur, page par page. Et donc, à la fin, je connaissais vraiment chaque point, chaque virgule de ce livre-là. Et aussi, je suis tombée amoureuse de la langue française à partir de ce livre-là. Donc, si jamais vous avez le temps, je vous conseille vraiment de lire L'amant de Marguerite Duras, qui, je crois, est assez facile à saisir quand on apprend le français. Et en plus, c'est un livre magnifique pour l'histoire, pour l'écriture, la façon qu'elle raconte. Les phrases sont très courtes, mais sont tellement évocatrices d'images. Et donc, je vous conseille L'amant. Et donc, tout ça pour vous dire, je ne pensais jamais devenir écrivaine avec mes zéros à l'université, avec le cours de création littéraire. Donc, je me suis inscrite en droit pour devenir avocate. Et par pure chance, j'ai été engagée par un des plus gros bureaux ici à Montréal. Et donc, j'ai commencé à travailler et on m'a donné un très gros salaire. Donc, c'était très intéressant. J'ai travaillé en droit pendant 5 ans environ avant d'avoir mes enfants. Et une fois que j'ai eu mes enfants, je pensais que, oui, que je ne pouvais plus travailler en droit parce que les heures étaient très, très longues. Donc, j'ai ouvert un restaurant. Mais ce que je ne savais pas, c'est que je ne savais pas cuisiner. Donc, c'était très compliqué d'ouvrir un restaurant quand on ne sait pas comment cuisiner. Mais en même temps, les clients m'aimaient beaucoup. Donc, j'ai pu leur servir seulement un plat par jour. Mais ils venaient quand même. Donc, j'ai fait le travail de restauration pendant 5 ans. Et puis, un jour, je vous dirais, je m'endormais beaucoup au feu rouge. Quand j'attendais les feux rouges ici au Québec, au Canada, il y a des feux très, très longs. Et quand les feux sont très, très longs, bien, je m'endormais vraiment pendant que j'attendais le feu rouge. Et quand on s'endort au feu rouge, c'est assez dangereux parce que notre pied, il devient léger, ce qui fait en sorte que le frein, il se relâche et puis la voiture avance tout seul. Et donc, dans mon cas, ben, j'ai eu quelques accidents comme ça parce que la voiture avançait tout seul et frappait les voitures devant moi. Et un des trucs que j'ai trouvé pour rester éveillé, c'était de prendre des notes. Et au début, c'était des listes de choses à faire. Et après ça, il n'y avait plus de choses à faire. Donc, j'ai commencé à faire des listes de villes que je connaissais, des listes d'épices, des listes de verbes, des listes de couleurs, bon, enfin, toutes sortes de listes. Et après un moment, je n'avais plus d'idées de listes. Et c'est là où j'ai commencé à écrire. Et ces notes-là, à écrire. Bon, non, c'était des notes et comment vous dire, c'était aussi très accidentel. C'est mon mari qui m'a imposé 1 mois de repos à la maison pour réfléchir sur la carrière que j'aimerais
avoir pour le reste de ma vie, ma carrière de rêve. Et je ne savais pas par où commencer, donc je n'ai pas rêvé. Tout ce que j'ai fait, c'était recopier les notes que j'avais dans l'ordinateur. Et, euh, et puis un jour, j'ai un ami qui a pris ces notes et qui les a apportées à une maison d'édition. Et la maison d'édition l'a accepté et elle a publié le livre. Pas seulement ça, mais elle a présenté le livre à une maison d'édition en France. Et cette maison-là a acheté. Et je ne sais pas trop comment, mais à partir de là, dans la même année, il y a eu 10 autres pays, et puis 10 autres l'année suivante, et puis aujourd'hui, on est rendu à 40 pays. Et le dernier pays qui a acheté, je crois, c'est la Corée, ou peut-être le Brésil. Je ne me souviens plus, mais donc depuis maintenant 10 ans, depuis 2010, je fais le métier d'écrivaine. J'ai écrit d'autres livres depuis, mais je crois que seulement Rue, mon premier, a été traduit en estonien. Là, j'essaie oui, je crois que c'est l'estonien. Euh, et j'ai eu la chance de visiter l'Estonie, d'avoir été invitée par l'université. J'ai eu la chance d'aller en Estonie, mais malheureusement seulement pendant 24 heures, je crois. Mais parce que Ève, la professeure qui m'a reçue, m'a d'abord et avant tout emmené voir le musée de l'occupation et liberté à Tallinn avant d'arriver à Tartu. Et ce musée-là, cette visite-là m'a marquée de façon indélébile. Je crois, personnellement, je crois que c'est le musée qui m'a le plus touchée. Peut-être que ce n'est pas le plus grand musée ou le plus beau ou le plus extraordinaire, mais l'architecture dans cet espace-là a été utilisée de façon extrêmement intelligente, mais le contenu, la façon que l'information a été présentée est pour moi incomparable, inégalé. Et donc, j'espère pouvoir y retourner de nouveau. Je crois que c'était la première fois que je visitais un musée et que j'ai pleuré, je pense, pendant toute la visite. Alors, bravo, merci pour ce musée. J'espère vraiment un jour, je vais avoir la chance d'y aller avec ma famille et mes amis. Et d'ailleurs, je fais l'annonce à tous ceux que je connais qu'il faut absolument aller en Estonie pour le musée. Et après, à Tartu, écoutez, j'ai vu beaucoup de chambres d'hôtel dans ma vie parce que je voyage énormément. Mais une des chambres d'hôtel, là, je vous dirais, les plus marquantes, c'est la chambre d'hôtel à Tartu, juste en face de l'université. J'aurais vécu là. Je pense que je pourrais vivre dans cette chambre pendant des années et des années. Donc, j'espère aussi avoir la chance de retourner vous visiter en personne et vous rencontrer et avoir la chance d'habiter dans cet hôtel. Autrement, la langue française, j'étais tellement emballée de voir que la langue française soit encore très aimée en Estonie et nous avons ce point en commun. Et pour moi, le français est une langue d'amour parce que j'ai été accueillie au Québec et donc aujourd'hui, probablement que je pourrais écrire en anglais directement, mais je ne le ferai jamais parce que le geste d'écriture est un geste d'amour pour moi. Et ma mission quand j'écris, c'est partager la beauté des mots, la beauté voilà, la beauté de nous, des humains, des événements, des situations. Et donc, je ne pourrais jamais utiliser un autre mot, une autre langue que la langue française pour écrire. Et peut-être que l'estonien a ce mot, mais entre l'anglais et le français, le mot gourmandise n'existe pas en anglais. Et pour cette seule raison, je crois qu'il faut apprendre le français pour pouvoir utiliser le mot gourmandise qui nous permet de manger, oui, avec culpabilité, mais tellement de plaisir. Vous voyez, en anglais, vous avez seulement le mot glouton.
hein, qui est un des 7 péchés. Alors qu'en français, oui, on a aussi le mot glouton, mais on a aussi le mot gourmandise. Et donc, voilà pourquoi le français est important pour moi, pour le mot gourmandise. Mais autrement, je vous dirais que le français, peu importe la langue, en fait, je crois que toutes les langues, plus on connaît de langues, plus on aime notre langue maternelle ou les langues qu'on connaît quand on a un comparatif. Et une langue n'est jamais que langue. La langue porte toute une culture et donc, oui, la langue française, mais aussi la langue française québécoise. Et donc, ce que vous entendez, évidemment, de ma bouche, c'est la langue québécoise. Donc, si jamais ça vous intéresse, on a une belle littérature québécoise, très riche, très innovatrice, vraiment en effervescence même, je dirais, durant les 10 dernières années. Donc, si vous voulez une liste, écrivez-moi, je vous envoie les livres québécois qui me sont, qui sont, comment dire, je vous envoie la liste des livres incontournables de la littérature québécoise. Donc, voilà. Donc, j'espère que vous viendrez nous visiter également au Québec. Bonne chance, bonne année 2021, qui sera une année remplie d'épreuves également, mais chaque épreuve, je crois, nous donne l'occasion de devenir plus fort, plus résistant, plus créatif même peut-être. Donc, bonne année 2021.